Bienvenue sur DCTV à l'occasion de ce premier débat pour 2014, pour les élections municipales et pas seulement. Une année 2014 qui sera marquée par la politique et c'est somme toute une bonne chose, avec les municipales, les européennes, les sénatoriales, tout cela avant la fin du mois de septembre. Nous avons souhaité en ce début d'année commencer à poser tous ces sujets, tous les enjeux de ces élections, avec deux figures montantes de la vie politique du département des Hautes-Alpes, un élu de gauche, un élu de droite, ou des futurs élus, on leur souhaite. Pardon pour l'instant pour être précis puisqu'ils ne sont pour l'instant que candidats. Ça va venir. Nous avons d'abord Arnaud Murgia, candidat Bonjour. et tête de liste aux élections municipales de Briançon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'UMP et investi par l'UMP. Et puis Christophe Pirel, qui est donc lui membre du Parti Socialiste et membre de la liste de Bernard Jossot sur la ville de Gap. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour nos auditeurs, on va vous proposer avec Annick Berger qui va nous accompagner pendant ce débat de rappeler un petit peu votre parcours de vie. Commençons par vous, par exemple, Arnaud Murgia. Oh bah, écoutez, moi je suis donc candidat investi par l'UMP comme vous l'avez dit, mais aussi par l'UDI à Briançon. Je suis par ailleurs, moi j'arrive sur mes 30 ans et je suis par ailleurs inspecteur des finances publiques de métier. Et pour faire le petit parallèle avec l'autre invité en face de moi, ancien conseiller ministériel, puisque j'ai travaillé avec deux ministres, et notamment Patrick Ollier, qu'on connaît bien ici, jusqu'au 6 mai 2012, et aujourd'hui pleinement engagé dans cette élection municipale, avec l'idée déjà de pouvoir à un moment donner un petit peu de ce que sa ville nous a donné, et l'idée de s'engager pleinement dans une aventure humaine formidable au service des gens. Je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Christophe Pirel, donc très actif là depuis, on va dire, depuis 18 mois sur la ville de Gap. Petit parcours de vie aussi. Moi, je suis chef de cabinet effectivement de Marie-Arlette Carlotti, la ministre en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, et c'est effectivement ça qui nous rapproche. Le choix aussi d'un département, le 05, les Hautes-Alpes, dans lequel je me sens bien, dans lequel on a décidé avec ma famille de s'installer, avec ma femme et mes deux enfants, et non pas trois, comme ça a été dit une fois ici, j'en ai bien que deux. Et puis parce que ce territoire me séduit énormément, parce que je l'ai découvert au moment où je travaillais au conseil régional auprès de Michel Vozel, dans lequel effectivement il y a beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux, et en même temps qu'il y a des atouts extraordinaires qui me semblent largement pas assez utilisés et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, à mon avis, pour construire l'avenir du territoire. Donc j'ai fait un choix de cœur de venir m'installer ici dans ce département, et un choix politique aussi maintenant de m'engager sur la liste de Bernard Jossot et de m'engager politiquement et sur le long terme ici à Gap. Alors, quelques petites précisions. D'abord, que les autres candidats se rassurent. Les temps de parole dans cette période maintenant seront respectés et rattrapés pour ceux qui ne sont pas présents. Par exemple, l'autre candidature de droite à Briançon, entre autres, etc. Évidemment. Deuxième élément, ou deuxième précision, c'est plus une question qui vise à connaître votre ressenti par rapport à ce que l'on entend régulièrement lorsque des nouveaux visages comme vous arrivez dans la vie politique. Sur ce côté qu'on vous objectait récemment encore sur les antennes, Arnaud Murgia, bon, mais finalement, est-ce qu'ils sont légitimes? Ils ne sont pas d'ici, ils viennent d'arriver, etc. Alors, votre sentiment à l'un et à l'autre sur cette légitimité de présence dans le territoire et pour y faire de la politique? Je vais vous répondre très simplement. Il est vrai que j'ai des adversaires politiques qui n'ont pas énormément d'arguments et qui préfèrent aller dans la simplicité en disant oh, « mais mon Dieu, il est parachuté ». Bon, moi, il se trouve que j'ai aucune honte à dire que j'ai travaillé ailleurs, que j'ai fait des études ailleurs. Il se trouve que depuis bientôt 10 ans, ma famille est installée à Briançon, tout simplement parce que ma mère y travaille et qu'ils se sont installés là-bas, en l'occurrence dans une maison d'accueil pour personnes handicapées qu'elle dirige, et que quand on s'engage en politique, on le fait chez soi, tout simplement. Et moi, j'ai fait le choix qui est à la fois un choix personnel, à un moment, de venir m'installer chez moi, parce que j'ai toujours été un passionné de montagne, d'alpinisme, et que je ne me voyais pas passer ce cap de l'engagement politique qui n'est pas si simple qu'on peut le croire, autre part que chez moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je laisse les commentateurs faire de l'humour ou de la critique facile. Moi, je fais de la politique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Christophe Pirel, de la même manière, sachant que ce qu'on peut vous objecter sur cette légitimité à faire de la politique, vous en l'occurrence sur la ville de Gap, c'est aussi ce que l'on dit sur la députée en place, Karine Berger. Vous savez, je pense qu'on est parachuté à partir du moment où on est imposé par un parti, par le national et tout ça, puis qu'on n'a jamais habité, on n'a pas fait un choix de vie, et qu'on y vient juste quand on fait campagne.
Moi, j'y vis, j'ai acheté un appartement à Gap, j'ai fait un vrai choix. Je ne me suis pas fait imposer par le Parti socialiste national. On ne m'a pas dit que Christophe Pirel sera candidat tête de liste, par exemple, immédiatement ou quoi que ce soit. Moi, je suis arrivé ici par volonté et non pas par parachutage. Un parachutage, ça s'organise. Je ne me sens pas du tout concerné par cette situation. Après, j'entends, effectivement. En plus, c'est un territoire sur lequel, effectivement, il y a des histoires, il y a des familles, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui aiment leur territoire et qui peuvent voir d'un mauvais œil certains nouveaux arrivants. Mais moi, je tiens à les rassurer parce que je pense que j'ai jamais voulu opposer les uns aux autres. On a toujours travaillé ensemble et je le montre d'ailleurs en étant sur la liste de Bernard Josso. Voilà, il n'y a pas de conflits qui doivent naître de cette situation. Je pense que tout le monde doit apporter quelque chose. Et je pense même d'ailleurs qu'on apporte un regard nouveau sur le territoire, un regard peut-être des fois un peu plus distancié à l'origine, qui fait que justement, on peut apporter quelque chose de plus sur le territoire. Je vais même compléter, si vous me le permettez, avec une petite pointe d'humour, mais j'entends toujours le maire sortant de Briançon dire « Ah, il faut que les jeunes au Alpin reviennent au pays ». Bon, ben voilà. Alors on a souhaité organiser cette conversation, ce débat en deux parties. Une partie plutôt nationale, il y a tellement de sujets qu'on va vous contraindre à être relativement court pendant un quart d'heure sur ce sujet. Et puis une deuxième partie plus locale, on va parler des échéances municipales, en particulier de notre département ou des Alpes du Sud. Pour lancer la première partie, Annick Berger. Alors justement, le contexte politique national, alors qui pèse forcément pour l'un et pour l'autre dans cette fameuse campagne municipale qui va arriver. Christophe Pirel, peut-être déjà un contexte qui est très compliqué en ce moment pour le Parti socialiste à gérer forcément avec un président François Hollande assez décrié, qui n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Ça reste un poids à porter aussi pour le PS. Probablement, je pense que les élections municipales, et là-dessus je pense que Arnaud Murger sera d'accord avec moi, les élections municipales c'est un enjeu local. Et quand il y a un enjeu local, on juge aujourd'hui de savoir si le maire sortant était un bon maire, s'il faut le reconduire, pas le reconduire, ou s'il faut proposer une alternative, un nouveau projet, et non pas pour un pays, mais pour un territoire. Donc après, il y a effectivement une balance qui va se jouer, avec quelques points de sondage, quelques points du coup après de vote, qui vont aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de la politique nationale. Je ne crois pas que le président François Hollande, aujourd'hui, ait une grande influence sur les élections municipales. Je pense qu'au contraire, ce qui va se passer, c'est que dans pas tellement longtemps, on va se rendre compte que le chômage se stabilise déjà, premièrement, on s'en est rendu compte juste depuis la fin de l'année, que même il commence à s'inverser, notamment chez les jeunes, puisque ça fait 6 mois que le chômage des jeunes diminue. Le bilan n'est pas si mauvais, pas aussi mauvais qu'on veut le faire le dire, et moi je crois vraiment que dans les mois à venir, dans les semaines à venir, les choses vont s'éclaircir pour les Français. Donc je ne crois pas qu'il y ait tellement un poids comme ça sur nos épaules du niveau national, et je pense que vraiment on n'a en plus pas à rougir de ce qu'on fait. Non mais bon, vous êtes dans votre rôle en disant ça. Je dirais assez simplement que qu'est-ce qui va se passer le 30 mars au soir si au niveau national les médias disent ah ben, c'est plutôt une victoire pour la gauche. On va voir tous les ministres socialistes au gouvernement arriver sur les plateaux de télé en disant mais vous voyez, ça veut dire que la politique ça veut dire que la politique du gouvernement, les Français sont d'accord et donc il faut continuer comme ça avec François Hollande. Ben moi je dis effectivement la question c'est de savoir si les maires sortants sont des bons maires, des mauvais maires et s'il faut continuer avec eux ou changer. Certes, seulement à un moment il faut que les électeurs sachent que la seule manière de dire stop, de dire non à la politique d'assommoir fiscal absolument terrible qui a été mise en œuvre depuis 2 ans, c'est de voter contre les maires sortants qui ont soutenu François Hollande. Aussi simplement que ça, et de voter pour des candidats qui, en l'occurrence comme nous, à l'UMP et à l'UDI, défendons une politique de baisse des charges, parce qu'on est aujourd'hui le 2e pays le plus fiscalisé au monde. C'est plus possible. Alors moi je veux bien qu'on parle de l'inversion de la courbe du chômage, des impôts stables, mais moi je vous mets au défi d'aller voir quelqu'un dans les rues de Gap ou chez moi à Briançon et de lui dire « Oh regardez, la courbe du chômage c'est un petit 6 de chômeurs en France ». C'est juste pas tenable. Alors déjà, je pense qu'il y a juste une question qu'il faut se poser effectivement aujourd'hui. En mars, c'est les élections municipales. Et un maire, il a des responsabilités sur une ville. Je pense qu'on a des très bons maires aujourd'hui en France, qui sont de gauche notamment dans les très grandes villes de France, qui ne risquent pas de bouger, tout simplement parce que ce sont des bons maires. Je pense par exemple aussi qu'à Gap, la question se pose. Est-ce que le maire de Gap est un bon maire? Est-ce qu'il a tout fait pour développer sa ville? Ma réponse, elle est non. Je pense que en revanche, Gérard Fromm, pour le coup, chez vous, à Briançon, est un bon maire et qu'il faut qu'il reste. Donc tout simplement, je crois que les gens aujourd'hui vont se prononcer sur cette chose-là. Bon, est-ce qu'ils sont des bons? Est-ce qu'on a des bons élus? Est-ce qu'on a des bonnes équipes municipales?
est-ce qu'ils ont bien géré? Est-ce que la politique qu'ils ont mis en place dans leur ville est une bonne politique territoriale pour un développement territorial? Après les questions nationales, vous orientez les questions sur les questions nationales pour des questions mais on peut pas juste politiciennes. Voilà, non, pas du tout. Laissez-moi vous donner un exemple extrêmement simple. Il se trouve que à Briançon, on a un hôpital. Qu'aujourd'hui, l'hôpital que vous avez voulu tuer à l'époque, la ministre quand vous étiez au pour gouvernement, travailler, Marisol Touraine, envisage de fermer la réanimation, la pharmacie, les lits pédiatriques. Bon, et on a, non mais attendez, et on a aujourd'hui à Briançon une sorte d'accord implicite entre Gérard Fromm et Marisol Touraine qui consiste à dire on ne dira absolument rien sur ce qu'on va faire de l'hôpital avant les élections municipales, puisque le rapport qui devait déterminer l'avenir de l'hôpital, qui devait être rendu au 31 décembre 2012, a été décalé à 2013, et puis maintenant on apprend qu'il sera dévoilé qu'en juin 2014. Alors si vous voulez, moi quand je vois ça, alors peut-être d'ailleurs que vous qui êtes chef de cabinet d'une ministre, vous allez pouvoir nous dire ce que le gouvernement va faire de l'hôpital, je serais très curieux de le savoir. Est-ce que vous gardez ou non la réanimation? J'aimerais le savoir. Moi je vous trouve si avec ça, non mais si avec ces éléments-là vous arrivez à déconnecter le national du local, ben expliquez-moi. Mais je trouve qu'il y a un sens, et moi je suis contre aujourd'hui cette politique qui consiste à cacher les choses aux électeurs. En termes d'histoire, Arnaud, si je peux reprendre un minimum, vous avez été dans un gouvernement, vous avez travaillé pour un gouvernement qui a déclenché la fin de l'hôpital de Briançon, que nous avons pour l'instant sauvé. Donc c'est fantastique parce que je vous ai entendu plusieurs fois dire que les services publics, notamment à Briançon, étaient mis en danger. Mais c'est vous qui avez déclenché la RGPP à l'époque, c'est vous qui avez lancé la destruction de l'hôpital, c'est vous qui avez fermé toutes les postes dans les petits territoires, et c'est aujourd'hui vous qui venez nous expliquer qu'il ne fallait pas le faire. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc en fait, assumer le bilan de votre gouvernement, vous faites exactement comme vos aînés, c'est-à-dire que quelque chose qui ne vous convient pas, c'est la faute à Sarkozy. Mais non, mais c'est pas vrai. Tout le monde sait que la RGPP a été déclenchée par vous, pas par nous. Mais très bien, et je voulais que je vous dise, j'assume qu'on ait baissé le nombre de fonctionnaires, j'assume qu'on n'ait pas fait 60 000 embauches dans l'éducation nationale comme vous l'avez fait. Seulement aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est un gouvernement qui n'assume pas ses décisions, parce que... moi, je pose la question, vous dites on est en train de sauver l'hôpital de Briançon, ben, j'attends de voir. J'ai dit qu'on l'a sauvé déjà à l'époque. Non mais attendez, dans ces cas-là, que Gérard Fromm ou Marisol Touraine donnent publicité du rapport de l'inspection des affaires sociales qui déterminera l'avenir de l'hôpital. Parce que je trouve absolument scandaleux que ce rapport soit caché jusqu'à juin après les élections. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, regardez, pour l'instant on a bloqué la situation, allez-y, votez aux élections, et puis on va arriver 2 mois après, puis on va leur dire, ah bah finalement, on vous avait pas dit, mais on ferme la réanimation, on ferme la pédiatrie, on ferme la pharmacie. Je trouve un manque de transparence et des petits arrangements entre ministres, maires sortants, etc., qui sont franchement très déplaisants. Je pense que vous vous trompez, parce que je pense que notamment un rapport de ce type-là, il faut du temps au temps pour le réaliser. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que il faut 3 ans à des inspecteurs généraux de l'administration pour faire un rapport. C'est quand même inquiétant pour l'administration française. Hein. Je ne rejette pas la responsabilité sur l'ancien gouvernement. C'est juste un fait. La question, elle est simple. Vous avez décidé, je vous dis, je ne vais pas le répéter, mais à l'époque, de tuer cet hôpital. Non mais véritablement. C'est-à-dire que vous avez pris des décisions qui ont fait que les services publics dans les territoires de montagne, notamment, ont été détruits. Parce que vous avez jugé de façon arbitraire la diminution des fonctionnaires, avec le 1 sur 2 en suppression et tout ce qui va avec, la fermeture des petites postes, la fermeture des petits services publics de proximité, qui font justement que dans nos territoires, c'est important. Et bien, c'est cela, vous les avez fermés. Aujourd'hui, vous le dénoncez. C'est juste ça que je pointe. C'est tout. Non, mais attendez. Désolé, on voulait parler sur le national, on reste sur le local. Je crois que c'est un sujet passionnant, parce qu'il faut dire la vérité. Notre administration, notre État doit aujourd'hui être plus performant avec moins de fonctionnaires, parce que c'est juste pas tenable, la situation de l'État. Cela étant dit, quelle est la situation de la ville de Briançon? C'est 12 000 habitants, loin finalement de tout, avec une situation d'isolement qui fait que les kilomètres qui nous séparent de Gap, par exemple, sont pas du tout les mêmes en termes de distance qu'ailleurs en France. Ce qui veut dire que moi, je l'ai toujours dit, je me suis toujours positionné là-dessus, j'ai ma conscience tout à fait tranquille, qu'en l'occurrence, en ce qui concerne le financement de l'hôpital, la loi prévoit que les budgets des hôpitaux soient faits avec ce qu'on appelle des coefficients correcteurs, par exemple dans des départements comme la Seine-Saint-Denis. Moi, je me suis toujours positionné en disant, dans des zones de montagne, il faut absolument que, exactement comme on l'a fait pour des questions urbaines, d'urbanisme, avec la loi montagne en 86 de Robert de Caumont, il faut absolument qu'on donne des coefficients rectificateurs pour nos territoires de montagne. Ça, c'est le sujet, parce qu'il faut effectivement soutenir nos services publics. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas prendre une situation de détail et la rapporter à la situation nationale où, oui, je confirme et j'assume totalement qu'il faut absolument, aujourd'hui, diminuer le poids de l'État.
Non, mais après, sur la question de la diminution, nous, on a fait un choix. Deux mots, Oui, on a fait des choix prioritaires. L'éducation, la justice et la police, enfin la sécurité. Parce que ça nous semblait des domaines dans lesquels il fallait prioriser. Vous êtes d'accord, je pense, avec moi sur la question des domaines prioritaires. Après, là-dessus, effectivement, on a du coup recruté des fonctionnaires supplémentaires. Mais nous n'avons pas embauché de façon supplémentaire dans les autres services publics. Il faut faire attention à ne pas dire de bêtises, c'est-à-dire qu'on n'a pas grossi la masse des fonctionnaires depuis qu'on est arrivé. Au contraire, nous avons justement fait en sorte d'avoir un État qui se stabilise, parce que je suis d'accord avec vous, on ne peut plus se permettre d'avoir un État qui surdépense. Les embauches de fonctionnaires sont plus importantes que les suppressions de postes, il faut quand même se le dire. Même parce que pour l'instant on réajuste. Après voilà, pour sortir un petit peu du sujet Briançon, revenir un petit peu au national, une des mesures qui a été annoncée aussi ces derniers temps par le gouvernement, c'est ce fameux choc de simplification au niveau économique. Une grande mesure qui a été annoncée par le Parti Socialiste, largement décrite par l'UMP, qui a notamment interpellé le MEDEF sur ce sujet-là. Clairement, ce choc de simplification, qu'est-ce qu'on en entend ? Il y a un exemple qui est tout à fait symbolique, c'est-à-dire qu'on crée par exemple un site internet qui s'appelle, je crois, fairsimple.gouv.fr et qui permet, ce qui est plutôt bien d'ailleurs, à tout citoyen de dire tiens, là il y a une mesure qui n'est pas bonne et qu'il faudrait simplifier. Si ce n'est que pour accéder à ce site, il faut passer par le site du service public, pour accéder encore au site du secrétaire général du gouvernement, pour accéder encore au site. C'est-à-dire qu'on est à la capacité dans ce pays à créer des choses pour simplifier en complexifiant. C'est exactement la même chose avec le CICE, le crédit d'impôt qu'on a fait pour les entreprises. On avait proposé une baisse des charges extrêmement forte pour les entreprises et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On crée un crédit d'impôts extrêmement complexes, tous les entrepreneurs vous le diront, qui font travailler deux administrations en même temps, tout ça pour quelque chose qui est une usine à gaz et qui n'aide absolument pas les entreprises. Donc oui, la simplification, mais bien entendu, et tous nos entrepreneurs vous le diront, aujourd'hui ils sont dans des situations terribles, et quand je vois par exemple qu'à Briançon, la communauté de communes arrive encore à leur ramener une taxe de 40 € le mètre cube pour aller à la déchetterie, mais qui ne vaut que pour les entreprises, pas pour les particuliers, je me dis, mais à un moment, il faut peut-être, comme disait Pompidou, qu'on arrête d'emmerder les Français, parce que c'est pas tenable. Sur la question économique, je crois que tout est fait par le gouvernement actuel pour relancer l'économie. Le choc de simplification, mais aussi effectivement le crédit d'impôt, enfin tout ce qui va avec. De toute façon, le président de la République l'a dit. Vous, pour relancer l'économie, vous augmentez les impôts, mais je pense qu'on doit avoir une divergence là-dessus. C'est pas vrai. Milliards d'euros d'impôts. On nous reproche assez quand même d'avoir diminué les impôts justement pour les entreprises. On nous taxe d'avoir pris un tournant social libéral maintenant. Et effectivement, et vous me dites qu'on n'a pas pris, on fait pas ce qu'il faut pour les entreprises. 50 milliards de hausse d'impôts. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous relancez l'économie. Et d'ailleurs, le patron du MEDEF lui-même, dans Le Monde, si vous l'avez lu, a tendu la main justement à François Hollande en disant maintenant on est prêt à travailler avec vous. Mais donc finalement, on est d'accord, la relance de l'économie ça passe par les entreprises parce qu'il y a une chose qui est certaine, il va falloir créer des emplois privés dans ce pays. Je suis ravi de vous entendre dire ça. J'en suis convaincu, mais j'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs le président de la République, avec ces mesures qu'il a déjà commencé à annoncer lors de ses vœux et sans doute qu'il continuera à présenter le 14 février si on l'embête pas avec le 14 janvier pardon si on l'embête pas avec d'autres choses, va continuer à développer des mesures en faveur des entreprises, parce que c'est les entreprises qui créent des emplois privés. Mais nous, à la différence de vous, je suis ravi d'entendre ça. Mais j'en suis persuadé, et c'est pas pour autant qu'il faut pas créer des emplois publics. Les faits suivent pas les paroles, quoi. Non, mais moi, c'est ça qui est un petit peu à la grosse différence de vous, ce que nous avons, c'est que nous avons un système qui marche sur deux jambes. Nous avons un système qui marche sur la relance de l'économie, mais aussi un système qui marche sur le social. Nous n'avons pas, nous, stigmatisé les plus pauvres, et nous avons continué effectivement à aller dans le sens de la justice sociale avec des aides qui ont été effectivement augmentées sur le RSA, le plafond de la CMU-C qui a été augmenté et plein d'autres mesures d'ailleurs qui permettent d'accompagner les personnes dans une période difficile. Par exemple la suppression du quotient familial, ça accompagne les familles dans une période difficile. Dans une période difficile où il faut continuer à accompagner les familles, accompagner les personnes. Donc là-dessus, nous avons continué là-dessus et sans stigmatiser, contrairement effectivement à ce qui s'était passé à l'époque où on stigmatisait les plus pauvres en disant que c'était des profiteurs, truander ses volets et tout ça. Bon. Mais non, mais attendez, moi la semaine dernière, j'étais à Briançon avec deux personnes qui sont embauchées par la municipalité sur des contrats de 10 heures par semaine, qui gagnent à peu près l'équivalent de 500 € par mois avec le RSA à côté. Ces gens-là me disaient avec une grande humilité, mais quand on voit certains de nos voisins
qui ne travaillent pas, qui font un petit peu de blague à côté, qui profitent un petit peu du système et qui finalement arrivent à vivre mieux que nous, on est dans un système qui n'est pas tenable. Ça, c'est un discours qu'on entend depuis des années. Il faut cesser avec ça. La fraude sociale représente 2,5%, alors que la fraude fiscale est à plus de 12%. Il va falloir un petit peu à un moment se reconcentrer sur le bon endroit. Dans ce pays, c'est-à-dire ce qui consiste à dire que pour une certaine catégorie de personnes, absolument tout est gratuit, on fait tout. Et pour ceux qui gagnent un petit peu plus, c'est-à-dire les classes moyennes sur lesquelles vous tapez avec votre politique de matraquage fiscal, parce que les 2,5 millions de personnes qui sont devenues imposables pour la première fois, qui à Briançon, ils ont pris 30% de hausse du prix de l'eau, qui à Briançon prennent 42% de taxes foncières, augmentation d'impôts qui ont été votées à l'époque déjà par Gérard Fromm. Mais ces gens-là, ils ne vivent plus. Vous savez, j'aime beaucoup la caricature parce qu'en plus, c'est toujours la même chose, on part d'un cas particulier pour en faire une généralité et très sérieusement, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, vous partez du principe qu'effectivement, une grande partie des Français qui sont dans le besoin sont des profiteurs du système. Mais non, j'ai pas dit ça. Mais c'est une folie de dire ça aujourd'hui. Parce que la société a besoin maintenant, la société a besoin maintenant de se reconsolider. Et je ne crois pas que ça soit en tapant sur les uns et sur les autres à longueur de journée. Je ne stigmatise personne. Je dis juste qu'on a un système social qui est fait de telle manière qu'on n'encourage pas au travail. Mais on a un système social qui accompagne les gens dans la difficulté. C'est quand même un petit peu intéressant aussi pour respecter les valeurs de notre République. Mais qui le remet en cause ? Ah, vous l'avez remis en cause? Non, mais pas du tout, arrêtez. Écoutez, en l'occurrence, vous tapez du matin au soir sur le gouvernement précédent. Mais en l'occurrence, vous avez fait ce qu'il faut. Qui a sauvé le système des retraites? Oui, d'accord, sauf qu'il a fallu à nouveau faire une réforme des retraites derrière. Vous voyez bien, c'est nous qui avons eu le courage de la faire derrière, et on n'a mis personne dans la rue. Monsieur Pirel, Christophe, on ne va pas faire un débat qui consiste à faire de la langue de bois comme nos aînés. On est dans un pays, on est dans un pays où il y a 93,5% de dette publique par rapport au PIB. On est dans un pays où nos retraites ne sont quasiment plus financées et où la sécurité sociale est déficitaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir le courage de dire que notre génération va devoir assumer ce que celles de nos parents n'ont pas fait et l'état dans lequel nous règle le pays. Vous savez, le problème, c'est que vous avez la contresens de tout ça. Vous ne réglez et vous ne prenez à bras le corps aucun de ces problèmes, que ce soit les retraites. Vous avez fait de la démagogie en disant on va revenir à la retraite à 60 ans, que ce soit le budget de l'État où vous avez promis 3% de déficit, vous êtes à 4,3 et encore en ayant augmenté les impôts de manière indécente. Il va falloir à un moment que quelqu'un prenne ses problèmes à bras le corps. Et j'ai pas l'impression que vous soyez parti pour. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la langue de bois, c'est pas mon genre, et ça, tout le monde le sait. D'ailleurs, ça va me coûter sans doute cher un jour. Mais non, véritablement, je crois que vous vous trompez sur une chose. La relance de ce pays, elle est en cours, et nous, on a pris les problèmes à bras le corps. Vous vous dites qu'on tape sur le gouvernement sortant, mais c'est normal. Ces 2 dernières années, on répare ce que vous avez laissé. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que vous étiez à la manœuvre, ça fait 10 ans que vous avez mis le pays dans un état catastrophique. Laissez-moi finir. Dans un état catastrophique. Et aujourd'hui, on rattrape les choses et on remet en place un système justement qui va permettre de créer de l'emploi et de sortir de la crise. Parce que le système que vous nous avez laissé, vous n'avez jamais fait baisser un seul mois le chômage avant de partir. Jamais. Nous, on commence à le faire baisser. Dans les catégories, justement. Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais non. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une réalité. Mais c'est un mensonge. Mais alors voilà. En un an. Donc ce que je dis est un mensonge, et ce que vous dites est une réalité. Mais non. Ça, c'est incroyable. Quels sont les chiffres? Plus 250 000 chômeurs sur toute l'année, sur 11 mois de l'année 2013. Oui, sauf que sur le dernier trimestre, le chômage se stabilise. Sur les 6 derniers mois, le chômage baisse chez les plus jeunes. Non, mais c'est très important parce que c'est justement chez les jeunes que ça compte au départ. Parce que c'est une catégorie qui est normalement la plus défavorisée par le chômage. Et c'est sur cette catégorie qu'on a le plus travaillé. Parce que justement, on avait focalisé sur la jeunesse. C'était important pour le président de la République et ça l'est toujours. Et pour la suite, sur la question de l'emploi, c'est une priorité du gouvernement qui continuera. Et vous allez voir qu'on va y arriver. En 10 secondes chrono, je me défie d'aller voir n'importe quelle personne qui est au chômage et dans la difficulté à Gap ou à Briançon et de lui dire regardez, la courbe du chômage s'inverse de 0,1%. Mais bien sûr qu'une personne au chômage, forcément, elle ne verra pas la différence de la courbe. Mais il va falloir un petit. Non, mais ça, c'est une caricature. Alors, on va vous laisser reprendre des forces. On va respirer un petit instant. Se retrouver ici, même sur ce plateau, en direct. Je le dis pour nos téléspectateurs et auditeurs. C'est une émission en direct avec donc Arnaud Murgia, qui représente l'UMP, candidat à Briançon, et Christophe Pirel, qui est lui-même du PS et candidat sur la ville de Gap. On se retrouve dans 4 minutes, le temps de faire un point sur l'actualité en France et dans le monde, et l'actualité d'ici avec toute notre rédaction.